Très bien. Alors, rebonjour à tous. Donc je vais vous présenter, le travail, en quelques mots, déjà vous présenter Camille. Effectivement Camille Aurier, Camille Marceline Aurier. Oui, Heu, Ce que je voulais dire, c'est que, je n'ai pas été jurée, mais c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et je l'ai lu dans le cadre du prix, Biblio, Romandie, puisqu'il a été, parmi d'autres, documents. Donc Camille Aurier, tu voilà, a été, libraire de nombreuses années et a, fait le bachelor, de la HEG et travaille maintenant à la bibliothèque de la Haute École de Santé Vaud oui, à, à Lausanne. Et son travail de bachelor s'intitule Bibliothèque-ludothèque. Quel modèle de cohabitation choisir pour assurer les meilleures prestations au public avec l'exemple de la Tour de Paix. C'est un sujet extrêmement passionnant, je trouve, puisque déjà, il y a plusieurs modèles en cours, enfin plusieurs fusions de bibliothèques et ludothèques qui sont en cours de réflexion. Il y a eu déjà des fusions et il y en a à venir. Et puis, Camille a proposé différents modèles qu'elle nous présentera sur voilà, comment choisir une fusion entre ces deux structures très différentes, puisque c'est deux univers et deux cultures extrêmement différentes, puisqu'en ludothèque, il y a beaucoup de bénévoles. Et c'est une vraie question, notamment, mais c'est des cultures très différentes. Donc voilà pour moi. Camille, je te laisse la parole. Si vous avez des questions, moi, je vais les prendre dans le chat, n'hésitez pas. Et puis, on en parlera après. Est-ce que ça vous va comme ça? Mais à toi la parole, Camille. Merci beaucoup oui. d'être là. Merci. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Voilà, alors enchantée à tous, toutes. Merci beaucoup de m'avoir invitée à présenter mon travail. Je vais vraiment me concentrer sur les résultats de mon travail de bachelor aujourd'hui. Je vous ai préparé une petite présentation PowerPoint. Voilà. Pardon, je me mets en route. Voilà, alors, le mémoire a donc été réalisé dans le cadre de mes études à Genève, à la HEG, dans la filière information documentaire. Il a reçu 2 prix, dont effectivement le prix Biblio-Romandie. Le cursus que j'ai suivi demande spécifiquement que la réalisation du travail de bachelor soit accompagnée d'un mandat et qui puisse répondre à une problématique réelle d'une institution suisse. Donc, je vais rapidement vous expliquer le contexte du mandat qui m'a été confié en 2020. La ville de la Tour de Paix, pour qui j'ai fait ce travail, a comme projet de se doter d'un nouveau collège qui sera donc reconstruit et agrandi pour accueillir jusqu'à 400 élèves à la rentrée de 2022. Le rez-de-chaussée du nouveau collège Courbet sera un lieu mixte, scolaire et parapublic. Il sera pourvu, entre autres, justement de la nouvelle bibliothèque ludothèque qui va bénéficier d'une surface au sol de 400 mètres carrés, ce qui est beaucoup plus que l'existant. Donc, ce projet va faire cohabiter une bibliothèque communale et une ludothèque pour l'instant associative, ayant chacune une histoire et une identité propre. Ces deux institutions, pour l'instant, elles partagent un palier en commun et quelques animations par année. Et pour l'instant, c'est tout. La problématique de fond concernant la préparation de cette cohabitation est en premier lieu de pouvoir choisir une organisation spécifique pour répondre aux questions structurelles et fonctionnelles donc, de ce nouveau lieu. Les deux parties se sont demandé assez vite quelle forme de cohabitation elles allaient choisir.
Et c'est là que mon sujet de recherche a pris naissance. Mon travail a d'abord questionné des thématiques qui sont au cœur de la problématique, à savoir quels sont finalement les enjeux qui découlent d'une création complète d'une nouvelle structure mixte qui comprend une bibliothèque et une ludothèque. Quelle serait la forme possible de cette cohabitation ou les formes? Quels sont les types de cohabitation qui existent déjà, mais spécifiquement en Suisse? Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour permettre un fonctionnement commun, efficient, efficace, etc. Comment conserver aussi l'identité et les particularités de chacune des parties sans que l'une assimile l'autre. Quelles sont les pistes pour faire collaborer des profils professionnels différents, comme l'a dit Lara, dans une vision et vraiment une vision et une direction commune, ce qui est important. Finalement, le premier enjeu qui s'est dégagé de mon travail, il est directement lié au rapprochement des deux structures. Il demande l'élaboration d'une organisation vraiment très spécifique, mais en amont, pour obtenir une structure qui fonctionne. Le deuxième point important, d'après moi, c'est l'évolution de l'institution bibliothèque, qui est fortement marquée en Europe par la dimension troisième lieu et qui propose, entre autres, un multi-usage des espaces qui se veut donc un lieu de rencontre. Donc ça fait vraiment écho en ludothèque avec l'aménagement spécifique des micro-espaces, des ludothèques qui incitent à la découverte. Ça fait aussi écho aux multiples possibilités d'animation et de médiation qui existent déjà en ludothèque ou parfois justement en collaboration. La question de l'identité également est apparue particulièrement dans les entretiens que j'ai effectués sur le terrain. L'enjeu ici, c'est de conserver les spécificités de chacun sans effacer l'histoire des parties des institutions. La différence de statut à nouveau associatif et professionnel, elle pose la question de la légitimité, parfois même du sentiment d'illégitimité dans une équipe mixte. Là découle l'enjeu de la professionnalisation qui est très marqué pour les ludothèques. Un besoin de reconnaissance aussi, tant au niveau de l'association fêtière suisse qu'au niveau des ludothèques indépendantes qui sont reconnues comme un service d'utilité publique, mais pas comme un service public à part entière. Enfin, l'objet légitime des collections de bibliothèques peut-il englober l'objet ludique? Alors, à quel titre? Voilà, ça, c'est un sujet qui fait débat. J'ai tenté de remonter aux origines des différences entre l'objet documentaire et l'objet ludique. Ici, vous pouvez voir dans cette caractéristique que l'on constate deux axes différenciant l'objet documentaire et l'objet ludique. Donc, l'un est lié vraiment au patrimoine, à la transmission, à l'empowerment, à la citoyenneté. On pourrait aussi proposer une vision vraiment participative à l'évolution de la civilisation, si j'ose aller jusque-là. Tandis que l'autre axe est vraiment dirigé vers le partage dans des familles ou bien voilà, avec les publics. Il est axé aussi développement cognitif, évolution de l'enfant. Bref, tout ça pour plutôt faire communauté. Voilà comment on peut différencier. C'est important vraiment parce qu'ils sont au cœur des collections des bibliothèques ludothèques. Tous les deux demandent une logistique, une classification et un équipement différents. Pour donner un exemple concret, il existe deux types de SIGB avec chacun des spécificités ne convenant pas toujours à l'autre objet. Ce sujet aussi fait débat. Je passe rapidement dessus. Voilà, bon. Pour aller plus loin, j'ai réalisé deux cartes heuristiques reprenant vraiment l'ensemble de l'institution bibliothèque d'une part et également l'ensemble de l'institution ludothèque de l'autre part pour vraiment permettre une vue d'ensemble en détaillant le plus possible leur mission, leur service, leur financement, leur type de classement
etc., les médias qu'on peut y trouver. Donc, si ça vous intéresse, c'est à la fin de mon travail, en page 68 et 69, en format A3, ce qui n'était pas très pratique pour vous les montrer là. Un des objectifs attendus de mon travail, voire le plus important, a consisté à élaborer des modèles d'organisation lorsqu'une bibliothèque et une ludothèque cohabitent dans un même espace. Donc, pour ce faire, j'ai consulté de nombreux articles sur le sujet du jeu en bibliothèque, mais finalement, j'ai trouvé assez peu de références proposant concrètement des modèles d'organisation complets entre les deux. Donc, les sources principales sur lesquelles je me suis appuyée pour créer des modèles avec 3 types de cohabitation. Ils ont été rédigés par Isabelle Journeau, qui est bibliothécaire et qui a proposé dans son mémoire de bachelor 3 modèles globaux d'installation mixte, comprenant une bibliothèque à chaque fois. Elle a aussi proposé 3 degrés d'intégration interinstitution, qui était très intéressant. Également Hélène Dress, dans son travail de master sur le jeu en bibliothèque, qui, elle, a dressé une liste des types d'établissements proposant du jeu, alors cette fois en France, et comprenant à chaque fois une ludothèque. Finalement, Patricia Auguer, consultante et formatrice en ludothèque, a pu observer des formes de développement de ludothèque et a établi 3 modèles de cohabitation de bibliothèque-ludothèque. Ça, c'est ce qui s'est le rapproché le plus de mon sujet de recherche. J'ai quand même croisé toutes les sources pour modéliser 3 types de cohabitation avec leur organisation, leur gouvernance, leur gestion des ressources. Le fonctionnement propre à chaque type de cohabitation, lui, il a plutôt été étudié sur le terrain avec une enquête permettant la comparaison des modes de fonctionnement de structures mixtes existantes. L'aboutissement de cette recherche a permis donc de modéliser 3 formes de cohabitation et de proposer également des scénarios probables, mais vraiment avec un point de vue spécifique au mandant. Voilà. Dans le détail, j'ai essayé de schématiser le premier modèle indépendant. Ce modèle de cohabitation est réalisé quand 2 structures indépendantes cohabitent ensemble de manière parallèle, avec un partage de l'espace dans un lieu commun, l'aménagement en général des collections propose une façon séparée en fait des collections ainsi que des services. On peut se demander comment travailler côte à côte, par exemple au desk de près, quand 2 équipes, une pour la bibliothèque et une pour la ludothèque, ne partagent pas les mêmes tâches. Voilà. Dans les grands points qui divisent le fonctionnement interne de ce modèle, on retrouve des statuts différents entre le personnel qualifié et rémunéré en bibliothèque et les membres de l'association ludothèque qui sont bénévoles, formés, mais non rémunérés. Ça induit de facto une inégalité hiérarchique. Alors, un schéma un tout petit peu différent pour le modèle associé. Ce type de cohabitation regroupe une ou plusieurs institutions qui partageront une partie des ressources et dont la coordination est structurée. Ce n'est donc plus 2 services côte à côte, mais une complémentarité de l'offre avec une forte expertise de chaque domaine. Cette forme d'organisation interne permet une agilité plus forte que le modèle précédent. Le partage de certaines tâches est tout à fait possible entre ces 2 équipes. Il implique donc une transmission de compétences qui est toujours bienvenue pour une structure dont l'évolution est itérative, comme peut l'être l'institution de bibliothèque. L'association alors s'arrête à la dimension administrative, car les sources et les formes de financement restent différentes selon les parties.
je m'explique un peu plus en détail. Les bibliothèques, dans notre exemple communal, sont financées par un budget communal, par l'argent public, tandis que les ludothèques associatives, elles, bénéficient de subventions certes communales, mais moins pérennes et parfois inégales d'une année sur l'autre. Elles peuvent aussi fonctionner avec des dons et des soutiens comme des subventions plutôt privées. En dernier, le modèle de cohabitation intégrée regroupe sous une même gouvernance toutes les ressources des parties prenantes. Il permet une médiation unifiée, une identité forte et un fonctionnement interne, ayant un ensemble de processus communs. Ça, c'est important. Pour faire court, il s'agit d'une structure avec un service de prêt, une hiérarchie et une identité. Ça, c'est la grande différence avec les autres. Dans les 3 modèles que je vous ai présentés là, les 2 institutions que sont la bibliothèque et la ludothèque proposent des missions et des buts communs, mais n'utilisent pas l'espace de façon identique en termes de mètres carrés ou de mètres linéaires, dans les 3 cas. Ce qui impacte la plupart du temps, en fait, l'aménagement et la sectorisation des collections. Voilà. Ma proposition pour ces nouvelles formes de structures mixtes dégage pour moi une forte plus-value au bénéfice de tous. Comme atout incontestable, l'offre des structures mixtes touche à un public plus élargi. La somme des publics identifiés des 2 parties peut même être encore développée en ciblant par exemple les non-publics, grâce à une offre originale, voire populaire. Autrement, dans un volet de développement, on peut penser à une multiplication des usages du lieu ou la diversification des collections atypiques, dites moins classiques, ou encore la co-création de design de services fait pour et avec les usagers. Enfin, pourquoi pas aller vers une professionnalisation du métier de ludothécaire en Suisse pour s'aligner sur le niveau de formation observé en France et en Belgique, qui n'est pas du tout égal. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais on arrive à la fin de cette présentation. Je voulais encore vous partager une anecdote plus personnelle. Je ne m'attendais vraiment pas à aller aussi loin dans la recherche qui m'a permis de prouver l'existence de la ludothéconomie, qui en fait est un domaine très peu identifié en tant que tel dans la littérature scientifique ou même au niveau de la recherche. J'ai dû faire appel à plusieurs organes de formation universitaire à l'étranger qui, eux, proposent des formations en jeu, en ludothèque, etc. pour vraiment être sûr. J'ai eu beaucoup de peine avec, avec cette recherche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai volontairement pas employé le terme de fusion, comme par contre l'a fait Lara, car j'ai pu constater sur le terrain que si fusion il y a, elle est avant tout administrative. Et parfois, avant que l'intégration soit complète, cela peut prendre pas mal de temps. Voilà. J'espère avoir su proposer des idées nouvelles, ni trop convenues, ni trop neutres dans mes recommandations de mon travail. Et un peu comme tout le monde, avoir apporté une pierre pour aider au développement ludique des bibliothèques en Suisse. Et je vous remercie de votre écoute. Merci Camille. Voilà. Alors, je me déconnecte. Oui, c'est bon. Enfin, t'enlèves ton partage d'écran ou tu... Alors, je tente. Pardon, je sais pas. Voilà, c'est bon. Pardon, ça ne fonctionnait pas. Un tout grand merci pour cette approche d'un domaine que je ne sais pas si tout le monde connaissait. Je sais que parmi ceux qui sont là et celles qui sont là, il y a des responsables, en tout cas des personnes qui s'occupent à la fois de bibliothèque et de bibliothèque. Je ne sais pas si vous aviez des questions à poser, soit dans le chat, soit... Oui, moi j'aurais éventuellement une question à poser.
Madame Aurier, est-ce que vous avez pris contact avec les associations de ludothécaires? Je crois qu'il existe aussi une fêtière pour les ludothécaires. Et puis, est-ce qu'ils proposent des documents ou des normes, ou est-ce qu'ils ont une... j'ai jamais recherché, hein, c'est pour ça que je demande la question un peu naïvement, mais est-ce qu'ils proposent des pistes pour aider en fait les ludothèques et les bibliothèques à vivre ensemble? Alors oui, j'ai pris contact avec la Fédération suisse des ludothèques, spécifiquement leur bureau suisse romand. On a eu plusieurs entretiens. Ils ont des normes beaucoup, on va dire, inspirées des normes de bibliothèque suisse pour leur mode de fonctionnement, mais justement avec leur mètre carré spécifique et leur mètre linéaire peut-être plus détaillé. Par contre, pour l'instant, ils ne proposent pas ni de documents euh, ou autres concernant la cohabitation. Ils ont aussi été assez intéressés par mon travail, mais il n'y a rien qui existe encore, en tous les cas en Suisse, pour ça. Vraiment, le terrain suisse est très différent du terrain français, belge, même québécois. Donc, chez nous, pas encore de ligne directrice. Ok, donc on est un peu les parents pauvres. En fait, vous avez fait un travail de pionnier et puis c'est quelque chose qu'il faudrait encore développer en Suisse, on pourrait dire ça comme ça? Alors, encore développé, oui, mais il y a vraiment des points qui font qui expliquent pourquoi c'est pas développé à ce point. C'est sûr que le niveau associatif ne permet pas non plus de pousser voilà, un domaine ou jusqu'au domaine scientifique. Les formations proposées aux ludothécaires suisses, en tous les cas suisses romans que j'ai pu observer de près, sont des modules de formation, mais elles ne sont pas du tout professionnalisantes en termes de métier. C'est ça qui fait la grande différence. Et c'est ça qui nous donne un peu un temps de retard ou une différence voilà, régionale par rapport à la réalité. En France, il existe et un bachelor de ludothécaire et un master sur les sciences du jeu, un peu plus élargi, mais enfin, c'est pas du tout la même chose et la même réalité ici. Pour compléter, Béatrice, enfin, déjà, il y a Virginie qui note dans le chat que pour info, la FLS, donc la Fédération des ludothèques suisses, qui vient d'envoyer tout récemment un sondage aux ludothèques pour connaître leur collaboration avec les bibliothèques de leur commune ou de leur ville. Et BiblioValais devrait également proposer un sondage prochainement aux bibliothèques valaisannes. Ça, c'est une première info. Et puis, deuxième info, moi, je suis en contact aussi suite à la fusion administrative, mais aussi une fusion intégrée, enfin, une approche intégrée de bibliothèque et ludothèque à Fribourg, à la ville, puisqu'on a fusionné les équipes, les tâches, etc. J'ai pris contact avec eux. Il y a une vraie volonté de la FLS de se professionnaliser, même de réflexions proches de se rapprocher, pourquoi pas, de Biblio Suisse. Il y a des réflexions en cours. Il y a des demandes de leur part de se professionnaliser en tant qu'association. D'arriver à des normes, que ce soit des normes de classement parce qu'il n'y en a pas, des normes, voilà, de développer vraiment et de se professionnaliser en tant qu'association. Donc, ouais, c'est voilà, il y a une démarche vraiment en cours. On a échangé informellement pour le moment et puis je sais que ça va avancer, mais il y a du sens. Ça devient vraiment, voilà, c'est très Merci. intéressant comme. Je ferai une retour d'expérience peut-être un jour. Voilà, on ouvre début mai le nouvel espace avec la collection de jeux à Fribourg. Vous serez les bienvenus. Oui. Il y a d'autres questions? euh, Sandrine, qui m'a biblio aussi, était aussi en contact avec les associations des ludothécaires pour développer une meilleure collaboration. Oui, effectivement. Donc, voilà. Il y a des questions. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de réfléchir? Ça, c'est peut-être une question pour le milieu, pour savoir un peu la tendance. Est-ce qu'il y a des... Je sais qu'à Lausanne, il y a des réflexions, mais je crois qu'il n'y a personne de Lausanne, on va dire, en ville. Alors, moi, à Ave, donc c'est un petit village, hein, mais on doit construire un grand complexe scolaire. Et puis, il y a une réflexion justement pour créer une ludothèque et qui serait installée sous la bibliothèque. Donc, ça m'intéresse parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous aider.
pour mettre tout ça en place et puis surtout pour professionnaliser, en tout cas pour payer les ludothécaires qui vont travailler puis mettre tout ça en place. Donc, ça m'intéresse énormément. Super. Il y avait d'autres personnes qui sont en réflexion? Parce que ce qui est intéressant aussi, je trouve, Camille, je ne sais pas si tu as vu, enfin, ou tu as analysé, mais à l'étranger, les collections de jeux sont des collections comme les livres audio, enfin, ou les DVD. Enfin, ils ne parlent pas de Games Library où il y a pas cette notion de ludothèque. Une fois, je me suis posé la question, c'est quoi le terme ludothèque en anglais? Mais en fait, il n'y a pas. Ça fait partie de la... Il y en a, il y a Toys Library. Maintenant, c'est un petit peu différent suivant le monde anglophone, soit aux États-Unis ou bien plutôt du côté Angleterre. Même en Allemagne, il y a d'autres formes. Lending Library, si mes souvenirs sont bons, qui sont presque finalement des ludothèques itinérantes, des collections qui s'implantent dans les hôpitaux, etc., mais plutôt à but développement social et compagnie. Enfin, ouais. Oui, mais les réalités, même, je dirais, pour la création de médiathèques en France et en Suisse, déjà là, c'est différent, ça propose autrement. Peut-être plus traditionnel en Suisse, si j'ose dire ça, avec un modèle de bibliothèque classique. Alors que c'est sûr que beaucoup de médiathèques françaises proposent des collections de jeux. Maintenant, ce n'est pas la même démarche, l'intégration d'une bibliothèque à l'intérieur d'une structure. Donc là, on est avec 2 institutions, tandis que la création d'une collection par l'une des institutions. Voilà. Donc, Mais j'ai visité plusieurs bibliothèques ludothèques en Suisse. C'est toujours le coin bibliothèque et le coin ludothèque globalement. Mais je suis allée à Quartz le week-end dernier. Et là, par contre, les jeux sont vraiment assez intégrés. En tout cas, les jeux, enfin, il y a vraiment une volonté d'intégration assez intéressante. C'est plus fréquent finalement que ce qu'on pense. Quartz, ils ont fait une sectorisation par rapport à leur grande ouverture, leur amplitude d'horaire, où certains jeux sont vraiment hors, pas enfermés, mais en tous les cas, derrière une vitre et hors disponibilité lors des soirées d'ouverture en Open Library. Voilà. Donc là, la sectorisation est un petit peu différente, mais ils l'ont fait quand même. Oui, pour des questions logistiques. Parce que emprunter des grosses caisses avec des jeux avec plein de pièces détachées à minuit, enfin à 22h en l'occurrence, c'est un peu. C'est peut-être pas parti. Non. Pour la logistique. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, si je peux juste donner un petit retour, je recommande vraiment à toutes les bibliothèques d'y réfléchir. Nous, on a fusionné de manière, en tout cas, administrative, pas, pour l'instant, pas les espaces, parce que ça demande un nouveau bâtiment, donc c'est plus complexe. Mais la population, elle est vraiment enchantée d'avoir des horaires uniformisés, d'avoir, en fait, autant un objet que l'autre, et c'est vraiment un plus. Donc, moi, je le recommande, et allez-y, quoi, faites-le. Oui. Et vous avez poussé jusqu'à les collections atypiques aussi, d'outils, etc. Exactement, on a intégré une bibliothèque d'objets au sein de la ludothèque parce que ça faisait moins peur à l'équipe qui était en place à la ludothèque qu'aux équipes de bibliothécaires. On avait un espace à disposition, mais à terme, l'idée, c'est d'avoir tout sur un seul lieu. Et puis, on est complémentaires. C'est pas une question de se marcher les uns sur les autres, c'est de travailler ensemble. Et on doit penser en termes de public, à qui on destine nos services. Et finalement, notre public est très varié. Et ils peuvent facilement passer d'un endroit à l'autre et prendre une fois un jeu, une fois un livre, une fois un objet. Donc, pareil pour les bibliothèques d'objets. Allez-y. Super. Merci pour ce retour. Avec plaisir. Bien. D'autres remarques, questions, retours d'expérience, questionnements, doutes, incertitudes, que dis-je encore? Non, mais il y a des craintes qui peuvent être légitimes. Moi, je dirais juste que je pense que
la crainte souvent, c'est de dire c'est qu'un objet ludique, mais je pense qu'il y a un gros travail. Enfin, on a utilisé le système ESAR, qui est un système de classement et de classification canadien, qui a été pensé vraiment pour le développement de l'enfant. Et puis, il y a une vraie réflexion de développement cognitif de l'enfant extrêmement poussée, puisque c'est vraiment un travail de thèse, c'est 20 ans de recherche. Enfin, c'est pas juste mettre à disposition des jeux, quoi. Et ça, c'est quelque chose que si on prend le temps de la réflexion, ça fait partie totalement les jeux de notre métier de développement de l'apprentissage, puisque voilà. Ouais, ça a du sens, quoi. Je pense pas que ça soit juste d'essayer de faire un troisième, enfin, les polémiques de troisième lieu, juste de mettre des fauteuils, je sais pas quoi, d'être juste dans le pas ce qu'il faut faire, mettre des jeux. Non, je pense que ça rentre totalement dans notre mission, quoi. Ouais. Ah. Oui, Laure, Bibliothèque Montreux-Veto. Je voudrais juste ajouter qu'il y a quelques années, lorsque c'était ma prédécesseure qui était responsable de la bibliothèque, la ludothèque qui est dans le même complexe que nous avait été approchée pour éventuellement travailler ensemble. Et à l'époque, en tout cas, il y avait eu beaucoup de résistance, je dirais, des bénévoles. Et je pense que peut-être elles avaient peur un petit peu qu'elles perdent leur autonomie. Mais le travail de Camille me donne envie de peut-être relancer la discussion. Donc, merci Camille. Ah, oui. Et peut-être que je t'approcherai bientôt. Voilà, merci. Il y a une réflexion qui me vient là maintenant. C'est vrai que les bibliothèques ont intégré l'idée, par exemple, qu'elles doivent proposer de l'interculturel, par exemple. Alors, on a eu longtemps en parallèle des bibliothèques publiques et des bibliothèques interculturelles. Est-ce qu'on risque d'avoir le même genre de fusion entre bibliothèque et ludothèque? Parce que c'est vrai que les bibliothèques publiques ont commencé à prêter des jeux vidéo il y a déjà quelques années. Enfin, il y a une sorte de parallélisme. Où est la limite, si on veut bien, entre une bibliothèque publique, les services qu'elle offre à la population et les services d'une ludothèque? Finalement, est-ce que c'est si différent? Est-ce que ce n'est pas un peu maintenant la porte ouverte ou la fin des ludothèques? Alors, il y a quand même un traitement des collections assez différent, un chemin du jeu qui ne ressemble pas au chemin du livre en bibliothèque. Donc, c'est des bonnes questions et je peux aussi entendre les équipes en place en bibliothèque qui n'arriveraient pas forcément à mettre des moyens qu'il faut. Ça fait une surcharge de travail assez conséquente. Et par exemple, ça peut demander aussi d'intégrer une ludothèque. Ce n'est pas si tout facile ou tout simple à faire. Ça demande des étagères spécifiques. Dans les cas que j'ai étudiés, les meubles de bibliothèque ne convenaient pas, vraiment classiques ne convenaient pas, simplement parce que les jeux ne tenaient pas, dépassaient, etc. Voilà, comment on les met debout. Bref, il y a quand même une logistique finalement à envisager. Mais la même chose qu'avec les bibliothèques d'objets, outils tech, ou artothèque, j'entends qu'on trouve en Valais, par exemple. Voilà. Mais après, le cahier des charges, enfin, j'entends qu'il y a de la logistique et des étagères différentes, mais au niveau des cahiers des charges, dans une intégration complète, moi, les cahiers des charges que j'ai de ma nouvelle équipe biblio-ludothécaire, elles sont similaires. C'est gestion des collections, que ce soit des livres, des films ou des jeux. Les services publics, toutes les procédures ont été harmonisées là pour début mai. Et pareil, après, il y a peut-être des spécificités comme le contrôle des jeux, etc. Mais finalement, on retrouve quelque chose d'extrêmement similaire. Et puis, au niveau des actions culturelles, tu mentionnais aussi, ou interculturalité, Laurent, mettre des jeux avec des enfants de différentes cultures, et puis il y a plein de choses. C'est un support peut-être pas comme un autre, mais un support différent, on va dire. Mais tous les supports sont finalement différents pour des missions similaires.
on va tous dans la même mission avec un support différent, je trouve. Alors, je vois Michel qui oui. Je oui parce que moi qui suis un dinosaure, ces réflexions, ces discussions autour de la place des jeux dans les bibliothèques, il y a 30 ans ou 35 ans, il y avait les mêmes réflexions quand les premiers DVD et autres sont arrivés, mais est-ce que ça a vraiment sa place dans une bibliothèque, oui ou non? En fait, on retrouve le même type de débat. Et moi, je rejoins tout à fait l'avis de Lara. Je pense que la bibliothèque est le lieu dans lequel proposer tout type d'objet culturel, quel que soit le support que l'on a. Donc, je pense, moi, je peux que saluer cette évolution qui se fait actuellement avec l'émergence d'outils tech, de ludothèque, d'artothèque. Je pense que… Et ça n'enlève… Ce qui me paraît surtout important, parce que c'est un argument qu'on entend souvent, ça n'enlève rien. Ce n'est pas au détriment de la mission historique des bibliothèques de participer, de la lutte contre l'illettrisme, de l'encouragement à la lecture. C'est complémentaire à cette mission historique. Ça ne lui enlève rien. Au contraire, ça permet aux bibliothèques de participer de l'encouragement d'une lecture, entre guillemets, différente d'une lecture, entre guillemets, d'autres types d'objets. Je rejoins Michel sur ce qu'il dit. Notre mission, c'est de transmettre le savoir. Finalement, peu importe l'outil qu'on a, il y en a qui vont apprendre à travers la lecture, il y en a qui vont apprendre à travers des jeux, à travers un objet. Enfin voilà, au Moyen-Âge, avant même, ils transmettaient le savoir par des papyrus, ça s'est transformé en livres. Aujourd'hui, on a des livres électroniques. On doit penser de manière globale et pas de manière que physique, pour moi, sur un objet. Donc, c'est tout à fait complémentaire pour moi. Bien. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin ou Laurent, tu as encore des remarques ou c'est le mot de la fin pour toi? Pour moi, je pense que ça peut être le mot de la fin. On a déjà pas mal dépassé et je pense que le débat a été riche, la présentation très intéressante. Il y a une réflexion en cours dans les bibliothèques. Je pense que ça cadre bien avec le développement du troisième lieu un peu partout. C'est clair que les bibliothèques sont appelées à faire plus et elles vont le faire, je pense. Donc, en tout cas, pour ma part, merci Camille pour cette présentation. Merci Lara pour le support et merci à tout le monde pour votre participation. Puis je vous dis donc au 5 novembre pour au 26 octobre. Voilà, on a plein de dates avec Biblioromandie pour se retrouver et merci à chacun d'être là avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Camille, merci à tous. Merci, bravo. Merci. Au À revoir. bientôt.